Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Sam et Julia ont adoré l'Islande quand ils y sont allés il y a 11 ans avant la naissance de leurs enfants. Alors quand la pandémie les a obligés à reporter leur tour des Amériques, dont le départ était prévu en juillet 2020, ils se sont dit que ce serait plutôt chouette d'y retourner avec Esteban et Jarod cette fois. C'était également la destination rêvée pour tester leur 4x4 avant le grand départ. La famille a donc pris la route pour 5 semaines à travers... Eh ben non, je ne m'aventurerai pas à prononcer les noms des villes et curiosités islandaises, c'est tout simplement impossible. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on va parler cascades, baleines, volcans, glaciers, fjords et même de Reykjavik, la seule dont je maîtrise à peu près la prononciation. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Julia en Islande. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julia. Bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui ? Oh, ça va. Avant de partir en Islande et toutes ces villes aux noms imprononçables, j'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière et que tu nous racontes ton premier souvenir de voyage. Alors, la première fois que je suis partie vraiment en voyage, c'était en Norvège, pour la Norvège. Déjà un pays du Nord ? Ouais, déjà un pays du Nord. Mes parents, en fait, m'envoyaient en colonie de vacances tous les ans. Et quand on était ado, sont apparus les voyages itinérants. Et bah moi, j'y suis allée gaiement. Voilà, avec l'encadrement de colonie, on avait un car et on voyageait tous les jours, on changeait de place, on avait une tente, on était dans les campings et j'ai découvert la Norvège comme ça. Et ça m'avait tellement plu que l'année suivante, je suis partie aux États-Unis. Ah oui, changement de décor quand même. Voilà, mais c'était en fonction de ce que proposait le CE de mon père. Ah oui. Donc avec mes parents, on voyageait en camping en France, mais grâce aux colonies, je suis partie assez vite à l'étranger et assez vite en voyage itinérant, tout simplement. La Norvège, quand tu y es allé, c'était en été ou en hiver ? C'était en été puisque c'était là où on pouvait partir le plus longtemps. C'était des voyages de 3 semaines déjà, Ah super. Donc c'était top. Et tes premiers voyages jeune adulte, donc sans encadrement de colo par exemple ? Alors en fait, j'ai gardé assez longtemps l'encadrement. Alors en tant que jeune adulte, ce n'était plus l'encadrement vraiment de colonie. On participait où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on visitait, etc. Mais j'étais repartie assez vite en groupe de jeunes adultes comme ça, en Inde, en Afrique du Sud et en Chine. Et ça, c'était jusqu'à mes 24 ans, en fait, je crois. Waouh. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon chéri. Et lui qui avait déjà l'habitude de voyager aussi en itinérant, mais vraiment tout seul pour le coup, lui. On a continué ensemble gaiement, tout simplement. Et une de nos premières destinations, ça avait été l'Islande. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Est-ce que vous avez changé de mode de voyage quand les enfants sont arrivés ou vous avez continué Alors, on n'a rien changé du tout au final. Mais absolument rien. Alors il y a un petit quelque chose qu'on a changé, c'est que quand le premier est né, on partait quand même en prenant l'avion, en prenant une voiture de location là-bas, en traballant vraiment toutes ses affaires. Mais quand le deuxième est né, c'était un petit peu lourd à tout porter à nous deux. Donc, on a décidé plutôt de prendre notre voiture, de la charger et de partir plutôt en Europe, se balader comme ça.
Et vous avez fait quel type de destination? Comme ça, avec les deux, on est parti de chez nous pour aller jusqu'en Grèce en voiture et en revenant ensuite. Ah, pas mal. On est parti ensuite vers le nord. On a refait la Norvège. Enfin, moi, j'ai refait la Norvège. Tu leur as présenté la Norvège. Voilà, on va dire ça comme ça. On a fait les îles Féroé, la Finlande et on termine bien par l'Islande. Et à chaque fois, c'est des voyages qui prennent combien de temps, en fait, juste sur le trajet? Généralement, on partait pour 4 semaines. Oui, ok. Et pour l'Islande, on a prévu 7 semaines, à peu près. Avant de partir, comment tu organises ton voyage? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Généralement, on a une sorte d'idée fixe qui sert de but pour partir. Par exemple, pour la Norvège, c'était voir le soleil de minuit. Ouais. Pour la Finlande, c'était rendre visite au Père Noël. Et la Grèce, il y avait vraiment tout ce qui est archéologique là-bas. Donc, Toute la mythologie, ouais. puis en gros, voilà. Après, une fois sur place, ça dépend de où on est, qu'est-ce qu'il y a dans le coin, quel temps il fait. Voilà, on est un petit peu, on est très souple à ce niveau-là. Ok. Il n'y a pas d'itinéraire précis avant de partir. Non, il y a peut-être une idée générale, mais rien de définitif et rien de précis du tout. Ok. Eh ben, écoute, on va y aller. Alors, on va partir en Islande. Pourquoi cette fois-ci vous avez choisi cette destination, sachant que vous y étiez déjà allé? Alors, en fait, c'était plutôt un concours de circonstances. On devait être fin mai, début juin, et l'Europe commençait à tout juste se réouvrir. Et il se trouvait qu'il y avait encore de la place dans le bateau pour l'Islande, alors que d'habitude, il faut 6 mois pour le réserver. Et au final, on s'est dit, cette fois-ci, on a un 4x4 avec nous. La première fois, on n'avait pas pu le faire parce qu'on avait pris une voiture de location. On s'était cantonné à la route 1, qui faisait le tour de l'Islande. Et avec le 4x4, on pouvait aller sur les pistes du centre, qu'on n'avait jamais fait. Ah, donc c'était pas une redite complète. Il y avait quand même de la nouveauté. Voilà, c'était pas tout à fait le même voyage. Évidemment, il y a des choses qu'on avait déjà fait, ça c'est sûr, et qu'on allait refaire parce que ce sont des incontournables qu'il faut montrer absolument aux enfants. Et puis d'autres, vraiment, c'était de la pure découverte pour tout le monde. Tu as dit que vous êtes parti en 4x4. C'est quel type de véhicule exactement? Alors, c'était notre véhicule qu'on avait choisi pour notre tour des Amériques. Donc, c'est un Land Rover Defender 130 TD5 avec une cellule Azalaï dessus. Pour les amateurs, moi je n'y connais rien. C'est du chinois, mais je suis sûre que ça peut intéresser. En gros, pour donner une idée, c'est un 4x4 mais avec une petite partie camping-car derrière, donc une cellule habitable. Donc, de quoi être autonome sur la route. Vous êtes parti en Islande donc l'été dernier. Est-ce que c'est la bonne saison? Alors, je dirais que ça dépend de ce que tu veux voir en Islande, mais pour ce que nous on voulait voir, c'était parfait, puisque nous on était plutôt axés randonnée, les baleines, le volcan et en plein air. C'est vrai que si tu veux partir en hiver, tu auras plus de chances de voir des aurores boréales, Mhm. mais il y aura la neige et c'est une toute autre façon de voyager et de préparer le voyage. Est-ce que les enfants ont participé au programme qui n'était pas vraiment écrit? Oui, oui, puisque des fois on se demandait est-ce qu'on va plutôt vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, sachant que vers le nord il y a ceci à voir, vers l'ouest c'est plutôt ça. Qu'est-ce que vous préférez? C'était vraiment une décision collective et familiale où tout le monde donnait son avis. Bah, super. Ils avaient quel âge quand vous êtes partis? Alors le plus grand avait 9 ans et le plus jeune 6 ans. Et est-ce qu'il y avait des choses dans ce que tu leur as proposé qu'ils voulaient vraiment pas faire? Pas faire. Ouais. Je pense que ce sont les grandes Ah, randonnées j'étais sûre. voilà. Mais franchement, au niveau randonnée, on a été gentils. C'était pas non plus. On n'a pas fait de randonnée sur plusieurs jours, par exemple. Tu leur dis pas combien de temps ça prend de toute façon. Si on donne le nombre de kilomètres Oh, ça veut rien dire. et en fonction du nombre de kilomètres qu'ils font, ils ont le droit à un certain nombre de bonbons pour les Ah, motiver.
Super, bon, on a tous nos petits trucs. Voilà. Donc c'était important le nombre de kilomètres et eux, ils sont contents aussi de savoir quel score ils avaient fait. Ah oui. Comment vous avez rejoint l'Islande? Parce que c'est pas tout près. Non, on est parti de chez nous, donc avec notre 4x4. On est passé par l'Allemagne, le Danemark, un peu de Belgique d'ailleurs en passant. Et au Danemark, on a pris le bateau à Hirtshals pour rejoindre l'Islande à Seyðisfjörður. Ah bah j'ai déjà rien compris. En gros, on a 48 heures de bateau depuis le nord du Danemark Ah oui, et quand on même. atteint l'est de l'Islande comme ça. Et pendant ces 48 heures de bateau, c'est une sorte de ferry ou c'est un peu plus confortable? Ah, c'est beaucoup plus confortable. On est obligé de prendre des cabines sur le bateau maintenant. Et après, il y a des restaurants, il y a de quoi, il y a des activités, etc. Mais bon, ça, c'est payant hein, en plus. Et on peut amener notre nourriture, nos activités, etc. Il y a des endroits pour les enfants où c'est gratuit, par exemple. Et après, on a accès quand même au pont, on peut regarder plein de choses. Il y a des prises, par exemple, pour les PC, donc C'est bien fichu. on ne s'ennuie pas normalement si on a prévu. Et au bout de combien de temps on aperçoit les côtes islandaises? C'est vraiment au bout de 2 jours ou Oui, oui, c'est au bout de 2 jours parce que en gros c'est peut-être 2 heures avant l'arrivée. Ah oui, effectivement. D'ailleurs sur le trajet on fait un arrêt aux îles Féroé et on peut apercevoir les côtes écossaises. Mais voilà après depuis les îles Féroé c'est la pleine mer. On peut essayer de voir les baleines au loin. Mais voilà, Oui, faut être là au bon moment. c'est ça. Bon, bah vous arrivez en Islande et là, bah, je vais te laisser nous décrire les premières impressions. Alors, c'est pas du jeu parce que vous connaissiez déjà, mais peut-être par rapport aux enfants quand vous êtes arrivés, quel temps il faisait, quel paysage vous avez vu et comment vous êtes partis sur les routes. Quand on arrive en bateau, on arrive déjà dans un fjord. Il faisait beau, meilleur qu'en France. Et sous le soleil, donc il y avait vraiment, on entre vraiment dans ce bras de mer avec les montagnes qui nous encerclent, avec de la neige et puis au loin on voit vraiment le vert de l'Islande avec les rayons du soleil. C'était magnifique et comme c'est dans un fjord, c'est un peu encaissé. Donc c'est vraiment une entrée dans la montagne avec même pas quelques maisons parce que c'est vraiment tout petit. Les villes islandaises sont vraiment petites, ce sont plus des villages, voire des lieux-dits pour nous. Et à partir de là, après, la route s'étend et dès qu'on commence à prendre la route, on voit déjà les premières cascades, les premières neiges éternelles. C'était vraiment magnifique. C'était une bonne entrée en matière. Et puis du fait que le bateau qui était archi plein, d'un coup, tout le monde s'en va, on se retrouve vite seul après avoir été pendant 48 heures avec plein de monde autour de nous. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Ça faisait du bien. Alors, quel itinéraire vous avez suivi? Comment vous avez démarré et qu'est-ce que vous avez vu ou visité au départ? Alors d'expérience, on savait qu'en Islande, la météo, c'est super important. Parce que ça peut définir une journée totalement pourrie ou pas du tout. Il faut savoir que quand ça pleut vraiment. Donc en fait, on s'est basé surtout sur la météo, sur les prévisions météo pour savoir où est-ce qu'on allait, dans quelle direction générale on allait. Et par exemple, au début, on ne savait pas trop si on allait plus vers l'ouest, vers le centre, ou plus vers le sud. Et donc, à force de regarder la météo, on s'est dit, bon, là, il prévoit 3 jours de beau. Bah, on préfère attaquer les pistes du centre pour être sûr de notre itinéraire plutôt que d'aller vers le sud-est où on connaissait déjà un peu et on se disait il y a moins de choses à voir ou des choses pas forcément les plus importantes pour nous. Ok. Donc, on a zigzagué un petit peu comme ça pendant tout le voyage. On a attaqué le centre pour remonter vers le nord, faire une boucle dans le nord pour repartir vers le centre, puis aller vers le sud, vers l'éruption du volcan, pour repartir vers l'est, pour repartir vers l'ouest et repartir vers le nord-ouest. Ah oui, d'accord. Pour qu'on ait une idée, du nord au sud, en gros, il y a combien d'heures de route si on fait tout droit?
Oula, ça c'est une bonne question parce que pour le coup, il n'y a pas de route Ah, c'est pas tout droit. fumée, c'est pas tout droit, ce sont des pistes. Ok. Donc c'est pas forcément simple et surtout que les pistes, même si on est dans l'été même, elles ne sont pas forcément ouvertes en fonction des gués qu'il faut passer. Donc c'est vrai que un passage ou une route peut être coupée et ça modifie entièrement l'itinéraire. Bon, vous avez fait beaucoup de routes, on va dire. Oui, on a fait Ok. beaucoup de routes. En même temps, c'était le but avec le 4x4, c'était vraiment de faire des pistes du centre, tout en se baladant à droite, à gauche, puisque on faisait à peu près au moins, je dirais peut-être 2-3 heures de route par jour, ça c'est sûr. Vers la fin, on en faisait beaucoup plus parce qu'il fallait rentrer vers le bateau. Eh oui. Et il y a certains jours où, par exemple, pour le volcan, on a passé toute la journée au volcan, donc on n'a pas fait du tout de route. Eh ben, allons dans la première étape, votre premier endroit marquant de cet itinéraire. C'était quoi et c'était où? On avait commencé assez vite dès l'arrivée. Hein, on a commencé par voir plein de macareux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits oiseaux marins qui nichent sur les côtes islandaises. C'est un petit oiseau noir et blanc avec un bec très coloré. On peut en apercevoir très 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 peu en Bretagne chez nous. Donc, mais il y en a des milliers en Islande. Il y a beaucoup d'oiseaux maritimes là-bas et c'est une espèce plutôt rare. Donc. Ok. Et ensuite, on a attaqué le centre où là, avec une piste très peu commode, mais on a vu un magnifique canyon. Je vais Ah. essayer de prononcer le nom. Il s'appelle Afravamagufur. Ok, à tes souhaits. Voilà. Oui, alors, Ça, c'est, j'allais dire, on le mettra dans les notes de l'épisode. Je sens que j'ai passé un mauvais moment à essayer de retrouver ce que tu dis et l'orthographe, parce que évidemment, ça n'a rien à voir. je pourrais essayer de te faire un petit plan si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, même pour moi. Hein. Attends, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit? En fait, si tu as vu Le Seigneur des Anneaux, Oui. bah, tu as l'impression d'être dans un de ces décors où Ah, super. mais c'est vraiment magnifique comme canyon. C'est en plus il y avait on était vraiment seul au monde. Tu as la nature pour toi et ce paysage grandiose qui s'étend devant toi. Tu dis mais je suis quoi moi sur terre? Je suis rien du tout. Et tu savoures quoi tout simplement. Et cet endroit, vous pouviez y accéder directement en voiture ou vous avez fait une rando pour y aller? Non, ça, on y allait en 4x4. Ça, pour le coup, le 4x4 est indispensable parce que la piste, c'était une des pistes. Je me suis dit, mais on va jamais y arriver, même avec un 4x4. Mais apparemment, ça se fait bien. Tant mieux. Mais j'imagine que pour ceux qui trouvent ça, qui ne veulent pas essayer cette piste, il faut bien marcher quand même 2-3 kilomètres pour y arriver. Bon, ça se mérite un petit peu. Oui, voilà. Oui, bah, s'il fait beau, ça va. Si c'est sous la pluie, c'est moins sympa. Oui, sous la pluie, je ne recommande pas du tout parce qu'en plus, ça doit être très glissant. Bon, après ce canyon, vous êtes allé où? Avant d'aller vers le nord, on a rejoint d'abord un parc national, le Vatnajökull National Park. Ok. Donc c'est le plus grand parc national d'Islande qui comprend un énorme glacier et il y a plusieurs entrées dans ce parc-là. On y sera allé au moins 3 fois, par 3 entrées différentes. Et là, on a commencé nos premiers glaciers, tout simplement, avec les premiers volcans, les pistes de sable noir, nos premiers gués. Donc pour le coup, on a vraiment attaqué direct ça et c'était waouh quoi. Et là, c'est des randos, des journées, c'est comment ça s'organise? Donc déjà, on avait fait une bonne journée de piste pour y accéder. Et une fois sur place, on s'est pris peut-être 2 demi-journées pour marcher à travers les volcans, pour se dégourdir les jambes aussi un petit peu, pour aller voir justement de plus près les glaciers, les langues glaciaires. Et on a dû quand même avancer au niveau de la piste pour aller rejoindre une autre partie du parc. C'était Askia, cette fois-ci, qui est beaucoup plus connue et plus accessible, où il s'agit en fait d'un volcan. Et dans ce volcan, il y a une source d'eau chaude, donc on peut se baigner dedans. Ah, trop bien. Et pour y accéder, il y avait par exemple une randonnée où il fallait marcher 2 kilomètres dans la neige. Ah. Voilà, il y avait encore de la neige à ce moment-là. Et 2 mois plus tard, il y en avait plus de neige
Donc il y a des familles qu'on suivait qui faisaient la même randonnée. Eux, ils n'avaient pas eu du tout de neige pour marcher Les jusqu'au vénards. volcan. Ils y sont allés plus vite. Oui, bah oui. Mais du coup, vous étiez super équipés. J'avais des bâtons de marche, mais après c'est une randonnée. Même s'il y a de la neige, elle est assez, comme elle est très connue, elle est très bien marquée. Et en y allant doucement et avec des bonnes chaussures de randonnée, ça va. Il faisait beau, donc il faisait bon. Alors même si on marchait dans la neige, il faisait pas spécialement froid. Ok, ouais, parce que ça peut être vite casse-pied, ça. Oui, la neige, c'est celle qui est restée de l'hiver, donc, au final. C'était 2 kilomètres, c'était combien de bonbons pour les enfants? Ah bah, comme c'est 2 kilomètres aller, 2 kilomètres retour, ils avaient eu droit à un bonbon. Oh là là, c'est dur! Ah bah oui. Mais comme ils avaient fait des kilomètres avant avec une autre randonnée, ils en avaient fait 7, donc ils en ont eu 3 en tout. Ah, Voilà. très bien. Et est-ce qu'ils les mangent tout de suite quand ils les ont ou ils les gardent pour les randos plus courtes? Ils les mangent tout de suite. Et une fois que vous êtes enfin en chemin, j'imagine que il faut les motiver un petit peu, mais ils avancent bien quand même? Alors nous, une fois qu'ils sont en route, ça va. C'est vraiment le départ le plus compliqué, puisqu'en fait, une fois qu'ils sont en randonnée même, vu ce qu'ils voient, ils posent plein de questions. Donc il faut juste répondre à leurs questions et incessamment, tout le temps, puisqu'ils en posent tout le temps. Et après, à ce niveau-là, bah ça va. Donc Si tu veux faire une rando tranquille et admirer enfin admirer le paysage dans un calme utopique, ça là ça marche ah pas. non, là en fait, ce que je vais te dire, c'est va poser la question à ton père. Reviens me voir après. Ouais, Voilà, c'est on pas se les mal ça. échange. Ah bah oui, hein, chacun son tour, zut. Voilà. Et donc quand vous arrivez au bout de la randonnée, c'est quoi la sensation, le paysage décris-nous un petit peu. Ah bah là, c'est alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'avait fait très tard le soir, puisque en Islande, le soleil se couche pas du tout, pratiquement. Bah ouais. Donc on avait quand même les lumières un petit peu plus rasantes. Donc on avait une superbe luminosité. Et pour le coup, c'était vraiment un énorme cratère qui s'étend devant nous, entouré d'autres cratères. Ça s'étend à l'infini. Et donc au fond, il y a une eau mais bleue laiteuse, Waouh. turquoise, et de se dire waouh, on peut se baigner dedans. Bon, pour le coup, nous on l'a pas fait. Enfin, Sam l'a fait, mais pas moi avec les garçons parce que la pente pour le descendre était vraiment raide et Ah, je voulais pas non plus tenter le diable. Pour la remontée, ça va être aussi compliqué. Donc on voyait certains se baigner dedans aussi et de se dire waouh, c'est possible. Et puis on a vraiment des impressions de seul au monde, de bout du monde, et des paysages qu'on ne verra nulle part ailleurs, tout simplement. ah, c'est sûr. Je veux dire, en peu de jours, on a vu mais des paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et tout à la fois aussi grandioses et splendides les uns que les autres. Cette eau dans laquelle Sam s'est baigné, elle était fraîche ou chaude? Alors il m'a dit qu'elle était vers une vingtaine de degrés. Ah, quand même, ça va. Oui, oui. Il m'a expliqué ensuite qu'il avait vu justement de l'eau très chaude qui sortait, donc pas très loin, et puis des bulles remonter parce que en fait, en mettant ses oreilles dans l'eau, il pouvait entendre le volcan gronder. Ah, waouh, c'est génial. Donc voilà, Ouais, c'était belle assez. expérience. Voilà, bah ça c'était sa première expérience. Bah pour le coup, pour lui tout seul, hein, nous on a juste écouté ce qu'il en a ressenti, mais nous on l'a vu se baigner déjà. On C'est s'est déjà dit, pas mal. est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va remonter? Oui, quand même. Donc après, on est allé vers le nord. Donc là, on arrive vers la région de Misbaden, donc le lac aux moustiques hein, en français. Et c'est une région très connue donc pour ses paysages lunaires parce il y a un volcan, c'est le Yokusa. Non, attends. Non, ça, je me trompe là. Pour le coup, c'est plus le même. Je n'ai plus le nom. Donc il y a des paysages qui sont. Alors, on a l'impression de marcher sur la lune tellement les paysages sont noirs. T'as le sol qui fume. Tu marches sur un sol qui est un petit peu chaud, qui a des vapeurs de soufre. Et à d'autres endroits de cette région, t'as aussi des marmites debout.
de la pierre qui fume, hein, Waouh. l'odeur de soufre omniprésente, c'est blanc, c'est orange fluo. Et juste un tout petit peu plus loin, t'as un immense lac avec des milliers de canards, tout vert, et avec des volcans, enfin des pseudo-volcans, des pseudo-cratères comme ils appellent. Il y a vraiment la forme, on marche dessus, et cette région-là, elle est assez connue pour le coup, et ben on sait pourquoi, hein. Et il y a même c'est une région où il y a beaucoup d'activités géothermiques, donc il y a des usines aussi qui récupèrent la chaleur, l'énergie, et qui déploient un petit peu partout aussi après en Islande. Et quand tu marches dessus, est-ce qu'il y a une sensation particulière ou est-ce que tu ressens la chaleur à travers les chaussures? Alors pas à travers les chaussures, heureusement, on avait des bonnes semelles de randonnée. Par contre, il faut savoir que le sol en Islande est pas bon, hein, pour les chaussures de randonnée. Elles souffrent beaucoup là-bas. Et c'est très abrasif. Et par contre, en te baladant, oui, tu ressens bien l'air. C'est très chaud. Et d'ailleurs, des fois, il y a des marmites qui t'éclatent à la figure, donc tu reçois un petit peu de gouttes très chaudes aussi, ou de Oh, boue sympa! très chaude. Voilà. Ouais, tu t'en passerais, j'imagine? Oui, la boue, l'eau bouillante, oui, un petit peu. Mais il y en a, par exemple, sur le site, qui sont tellement pris à la gorge par l'odeur de soufre Ouais. qu'ils en vomissent. Donc, c'est vraiment une odeur d'œuf pourri tenace. Après, bah, plus ou moins selon les sensibilités, on l'accepte ou non. Et les enfants, ils ont réagi comment? Oh, eux, pas de problème. Aucun souci. Voilà, eux, ils regardaient ça, ils regardaient le sol, ils étaient en train de jouer à cache-cache parmi les roches volcaniques, très bien. Donc, tout allait bien. Bah, parfait. Et là, il y avait beaucoup de monde? Oui, là, c'est un des endroits assez touristiques en Islande. C'est pas le plus touristique, mais de plus en plus. Donc, sur les sites qui sont assez connus, oui, il y a du monde. Là, on est moins seul au monde. À cet endroit-là, tu as dit que vous étiez resté 2 demi-journées. Du coup, vous avez... Euh, Non. on a dû faire 2 jours. Et là, vous avez pris un hébergement? Non, toujours pas. Toujours pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez pris des hébergements pendant que vous étiez en Islande ou vous avez utilisé que le 4x4? On a pris quelques campings, puis souvent quand on pouvait, on demandait aux habitants si on pouvait juste stationner là s'il y avait un problème. Il faut savoir qu'en Islande, ça coûte très 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 cher les hébergements, parce qu'il y en a pas assez pour tous les touristes. Tout simplement, hein, si vous voulez l'hébergement dur, il faut réserver à l'avance, Mhm. bien à l'avance d'ailleurs. Et après, oui, les campings, ça ressemble plus à un champ où tout le monde se gare les uns à côté des autres. Et souvent, les douches sont payantes s'il y en a. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, on vient pas en Islande pour profiter vraiment de l'hébergement, sauf si, oui, si on est en maison d'hôte et que ça se passe bien. Donc. Mais dans ces cas-là, il y a un certain tarif et une certaine enveloppe à mettre dedans. D'accord. Donc, vaut mieux prévoir et venir avec sa maison. Voilà. Après, oui, il y a beaucoup, par exemple, de cyclistes qui font le tour de l'Islande avec leur tente. Et pour eux, par exemple, au niveau de l'hébergement, il n'y a pas de souci. Ils peuvent mettre leur tente à peu près partout, sachant que bah, le lendemain, ils doivent reprendre la route. Ça ne pose pas de problème. C'est une façon de voyager. Faut le savoir, en tout cas. Oui, voilà. Et ça va dépendre vraiment de combien de temps on reste, comment on va en Islande, si on prend un organisme ou non. Voilà. Bon, eh bien, continuons notre chemin. On va où maintenant? Alors, on va encore plus au nord, vers Husavik. C'est une petite ville donc qui est très réputée pour son whale watching. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah si, ouais, c'est les baleines! Voilà. Oui! On avait bien calculé notre coup puisqu'on avait dit ce jeudi, il faut qu'on soit à Husavik pour faire le matin les baleines parce que c'est la journée la plus belle de la semaine et que bah, pour l'observation en mer, c'est quand même vachement plus cool d'avoir une mer toute calme et un beau Oh oui. soleil dehors que sous la pluie et le brouillard. Et là, on a eu la chance d'avoir une baleine à bosse qui a sauté pendant une demi-heure. Une demi-heure, waouh! Une demi-heure à faire des plongeons. On n'avait jamais vu ça. On en avait fait beaucoup de whale watching avant. Mais là, pour le coup, à chaque fois, on croisait les doigts en disant pitié, pitié que cette fois-ci, on voit une baleine à bosse qui saute. Et cette fois-ci, on l'a eu.
Génial. C'était en gros le premier whale watching des enfants et ils en sont ressortis émerveillés, quoi. Ouais, et puis ils se sont dit, mais en fait, on en voit tout le temps des baleines, y a Ouais, rien de voilà, particulier. voilà, voilà, ça y est, ils sont blasés. Et ça, c'était lors d'une excursion organisée, j'imagine. Oui, en fait, il y a plusieurs compagnies à Usavik qui proposent ce genre de prestations. Ce sont des anciens baleiniers, tout simplement, hein, qui se sont reconvertis dans le tourisme. Et en fait, ils communiquent entre eux. Ils ont même une charte pour dire qu'autour d'une baleine, il faut pas qu'il y ait plus de 3 bateaux, etc. Très Il faut bien. pas les approcher de si près, etc. Et en fait, ils prennent des photos des baleines aussi pour les chercheurs, pour savoir quelles baleines reviennent dans le fjord, Ah, dans cette super. partie du fjord. Et là, il y avait du monde, j'imagine. Pas trop, parce qu'on est vraiment beaucoup plus au nord. Et pour y aller, donc nous, on avait choisi le matin, à la première heure. Donc, à part ceux qui avaient vraiment leur propre véhicule, qui sont venus dans le camping du Zavik, il n'y avait pas forcément grand monde. Et sachant aussi qu'il y a différentes prestations, parce que nous, on avait choisi un petit baleinier, puisque on connaissait le bateau, on savait que c'était de taille raisonnable et humaine, qu'il allait pas y avoir trop de monde. Il y en a qui ont pris un Zodiac, par exemple, où ils sont même pas 4 ou 5 sur le Zodiac pour s'approcher, et ils ont vu seulement qu'une ou deux baleines, mais juste le dos, quoi. Donc ils ont payé plus cher, mais pas pour voir un aussi beau spectacle que nous. Voilà, ils ont voulu faire les malins, et bah tant pis pour eux. Donc, et puis, par exemple, les bateaux qui font du whale watching à Reykjavik, ils sont beaucoup plus gros, donc on peut moins bouger sur le bateau, il y a plus de monde. Donc, Husavik, pour le coup, c'est pas trop mal puisqu'il n'y a pas tant de monde que ça sur le bateau. Et on peut réserver par Internet. Tu étais déjà allé à cet endroit-là, ou tu as découvert en faisant quelques recherches que c'était le bon endroit pour aller voir les baleines? Alors, on connaissait déjà, puisque lors de notre premier tour d'Islande, pareil à Husavik, on savait qu'ils faisaient du whale watching, mais par exemple, en arrivant du bateau, on a déjà reçu de la publicité d'un ado qui nous donnait les papiers pour dire oui, il y a du whale watching ici. Ça va, c'est assez connu, hein. Et aussi là-bas, ils ont le musée de la baleine, Ah, très bien. et généralement, ils ont des billets liés, donc il y a une réduction. Et donc, dans ce musée-là, il y a quand même le squelette complet d'une baleine bleue. Ah oui, c'est gros. Oui, oui, et puis il est complet, donc je crois qu'il y en a pas beaucoup d'ailleurs de squelettes complets de baleines bleues, justement. Je ne saurais pas te dire, mais ça doit être hyper impressionnant. Oui, oui, quand même, hein. On est petits, hein. Oui, c'est ça. Et les enfants, à côté de cet immense squelette, ils ont eu une réaction particulière, ou comme ils avaient déjà vu les baleines sauter devant eux, ça leur a fait ni chaud ni froid? En fait, c'est eux qui nous ont demandé d'aller voir le musée de la baleine, puisque nous, on l'avait déjà vu, hein, parce qu'ils voulaient en savoir plus sur les baleines après les avoir vues sauter. Super. Et justement, en voyant le squelette de baleine bleue, ils nous ont dit, bah, on veut en voir un, nous. On veut voir une baleine bleue, s'il vous plaît. Ah oui, bon, bah, Ah, c'est pas si simple. voilà, c'est un peu plus compliqué. Bon, après les baleines, vous êtes allés où? Alors, on est descendu un petit peu par le sud en faisant la route des cascades, hein, parce qu'on a enchaîné les cascades avec un petit peu d'orque basaltique en randonnée pour aller voir la plus grosse cascade en termes de débit d'Europe, je crois, ou du monde, je sais plus. Bref, une très très grosse. C'est Dettifoss, je crois, voilà. Ok. Et en fait, il y a énormément de monde pour le coup. D'un coup, on était au milieu de nulle part avec des routes de campagne, voilà. Et puis d'un coup, on atteint un parking digne de Disneyland pour la cascade. Ah. Donc on n'était vraiment pas tout seul, et c'est vrai que pour le coup, oui, c'est une des plus grosses, oui, c'est impressionnant, mais j'ai pas trouvé que c'était la plus jolie non plus. Il paraît que c'est un des must-have à faire en Islande. T'étais un peu déçu. Bah, disons que les deux, trois qu'on avait vus avant étaient beaucoup plus jolies, et puis celles qu'on verra par la suite après, beaucoup plus aussi. Comme ça, t'as pu comparer. Voilà, mais c'était sur le chemin, donc on en a profité. Vous avez fait votre journée cascade.
Voilà, c'était ça. C'était la journée cascade. Ensuite, on a terminé notre boucle de Midvan. On est redescendu dans le centre pour rejoindre de nouveau le Vatnajökull National Park. Oui. De nouveau par la seconde entrée. Et là, on est vraiment descendu bien dans le sud pour aller vers le volcan en éruption. Alors, juste pour essayer de comprendre, ce parc, il est au milieu, c'est un passage obligé pour aller là où vous vouliez aller. Pourquoi vous repassez dedans? Oui, au niveau des pistes, il n'y a pas trop le choix. C'est par là qu'il y a une piste qui va du nord au sud, sans compter celle qui était donc fermée. C'est ce parc-là, on est obligé au final d'en faire un peu le tour. Enfin, il y a plein d'entrées différentes parce qu'on peut pas passer au centre. C'est vraiment un énorme glacier et là, ça prend bien un quart de l'Islande. Ah oui, effectivement. Donc en fait, on fait plus le tour qu'on ne le traverse. Ok, je comprends. Donc vous le retraversez. Voilà, et cette fois-ci, comme on avait vu qu'il y avait une fenêtre de Baux, on s'est dirigé vers l'éruption volcanique, qui est tout au sud, Qui était annoncé, qui était en cours, qui était quoi? qui était en cours. Donc Ah oui. le volcan avait commencé à cracher en mars, je crois. Et quand on y est allé, il s'était calmé, et là, il avait un petit peu repris. Donc on s'est dit, c'est le moment ou jamais, il fait beau en plus, on va tenter de voir l'éruption en vrai. Bah ouais, carrément. Bah là, on avait décidé d'ailleurs de faire une randonnée de nuit pour le voir la nuit et dans la pénombre, en se disant oui, on va peut-être voir la lave, etc. Dans l'ombre, ça va être beau. Bah pas du tout, hein, Ah, on a grimpé pour rien. oh mince. On a grimpé pour rien. Parce que il a pas craché à ce moment-là, parce qu'il y avait... Pourquoi c'était pas bien? Parce qu'il n'avait pas du tout craché à ce moment-là. En fait, faut savoir que c'est un petit peu cyclique. Mhm. Et Sam suivait justement l'activité sismique du volcan sur son téléphone. Ils ont tout ce qu'il faut pour suivre. Et là, il s'est dit ah bah ça va repartir bientôt. Alors on va tester ce soir. Si ça se trouve c'est cette nuit-là où il va repartir. Et puis non, hein. Et puis non. Donc Et vous étiez parti à quelle heure? on est parti vers 20 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et donc pour y aller, c'est 4 kilomètres en montée, bien sûr. Ah bah oui. Voilà, on avait pris tout ce qu'il fallait pour les enfants, les bonbons, les trucs. On avait mangé avant, on avait pris les plaids parce que bah, c'est la nuit, on n'allait pas bouger, donc le froid ça tombe bien vite en Islande quand même. Et on s'était installé et je crois qu'on est arrivé vers 22-23 heures là-haut pour avoir le point de vue et au final on a attendu jusqu'à 2h30 du matin sans rien quoi. Ah là là. C'est long. Voilà, c'était un peu long. Les enfants s'étaient endormis. On s'est dit bon, on va quand même redescendre, on va les coucher, etc. Donc et là pour le coup, on a dormi sur le parking payant. Donc, on s'est vite couché. On était complètement KO. Ah bah ouais. Et puis donc avec le jour qui se lève à 9 heures, on se réveille. Et puis là, bam, Oh mais l'activité sismique non. était partie. Ah zut. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réveillé, on est reparti là-haut en se dépêchant. Là, j'ai dit à Sam, oui, vas plus vite que moi, vas-y avec Esteban, vous verrez au moins la lave et tout. Et puis moi, j'y vais plus lentement avec Jarod à notre rythme. Et on l'a vu, on a vu, Ah trop bien. voilà, on a vu la lave s'écouler, faire des rigoles. Et on y est resté toute la journée parce qu'en plus le temps était magnifique, il n'y avait pas un nuage en vue. Ah Et on a pu génial. voir la lave s'écouler et on a pu utiliser le drone pour faire des images et tout. C'était magnifique, quoi. Waouh, superbe spectacle. Vous avez été récompensé Voilà, on s'est dit c'est pas pour rien qu'on a fait. On est 2 là et fois. puis Ah ouais, super. donc ouais, donc on a passé notre journée là-bas. Puis bah pour le coup, on s'est pas du tout ennuyé à regarder le spectacle de la nature, tout simplement. On voyait vraiment la lave petit à petit descendre et faire plusieurs cheminées aussi. Donc il y avait plusieurs points où la lave s'écoulait. Et de se rendre compte vraiment, bah il est là, il est en éruption, on est à côté en plus. C'est dingue.
Ouais. Donc entre les baleines et ça, on s'est dit ouais déjà là notre voyage il est plus que magnifique. Mais oui, c'est top. Vous avez eu de la chance. On a bien fait de revenir. Bon, c'était pas trop dur pour les enfants la deuxième montée? Non, mais ils ont des bonnes jambes, hein, les nôtres, ils sont habitués à marcher, donc ils sont plus en forme que moi. Bah Ils tant sont très mieux. légers aussi et ils ont moins à porter. Bon, ils ont aucun mérite en fait. Voilà, ils ont l'énergie des enfants, c'est partir après un petit quart d'heure de pause et voilà. Et puis il y avait des bonbons, donc tout va bien. Pour le coup, ouais, ils ont eu bonbons et gâteaux, tout ce qu'il fallait dans le sac pour les motiver. Bon alors du coup, quelle est la suite du voyage? Donc là, on était un peu dans la zone pour faire ce qu'on appelle le cercle d'or, donc quelque chose de très très touristique puisque c'est ce que viennent faire la majorité des touristes qui ne restent pas longtemps. Et c'était aussi important puisqu'on a commencé par aller voir le geyser, tout simplement à Gizir. Il faut savoir qu'à Gizir, le geyser c'est trop court, il jaillit toutes les 10 à 15 minutes. Donc, on peut le voir plein de fois dans la journée. Mais là, on a eu la chance de le voir faire 5 fois d'affilée, ce qu'on n'avait jamais Waouh! vu. Enfin, il a eu une grosse activité, donc on a eu de la chance aussi. Et pour le coup, on a fait toute la partie. Il y a une cascade là-bas, c'est la Gullfoss qu'il y a à voir. Généralement, dès qu'il y a du soleil, il y a un arc-en-ciel qui la traverse, qui est magnifique. Et il y a le parc Thingvellir où il y a la faille européenne et là où il y avait le premier parlement d'Islande. Puis on a fait une excursion à Reykjavik aussi pendant une demi-journée. Puis après Reykjavik, on est reparti vers l'est. Pourquoi vous êtes resté qu'une demi-journée à Reykjavik? Puisque c'était une ville et donc il y avait rien d'intéressant, en tout cas par rapport à ce que vous recherchiez? Nous, on recherchait plus les paysages, etc. Et au final, Reykjavik, oui, bah, c'est une grosse ville par rapport au reste de l'Islande. Et il y a énormément de touristes par rapport aux habitants. D'ailleurs, ça se sent dans le sens où quand on voulait se rendre à l'église, à la cathédrale, donc qui est faite comme si c'était des orgues de basalte, bah le type était vraiment désagréable en disant Ah, non, sortez, c'est pas maintenant. sympa. Et donc tout le centre s'est transformé aussi, où c'est vraiment très très touristique. Ce sont des magasins tout simplement de souvenirs, hein. C'est plus les magasins d'avant. Et les musées qu'il y avait à faire, il y a notamment le Saga Museum. Donc on l'avait déjà fait nous il y a 11 ans et pour le coup je trouvais que c'était un petit peu trop dur encore pour les enfants à regarder, parce que c'est un peu un musée grévin mais avec des scènes des sagas vikings. Ah oui. Et on va dire que tout n'est pas enfin, disons que c'est assez violent parfois. Ouais, un peu trop réaliste. Voilà. Alors, laissons Reykjavik et continuons. Et donc on part vers l'est. On a fait des petits écarts pour aller dans le centre à nouveau, mais par le sud, puisqu'on était vers le Landmannalaugar. Landmannalaugar, au final, c'est une région du Vatnajökull National Park. Hein, on Ok. y revient à nouveau. Et donc il y a beaucoup beaucoup de volcans, de formes volcaniques, mais des cônes parfaits et des sources d'eau chaude gratuites, Ouais. donc pas trop mal. Donc on est parti de ce côté-là pour les refaire. Le temps était pas super beau, donc on n'a pas fait de grosses randonnées, mais on a quand même fait le tour de deux trois cratères avant de continuer vers l'est pour aller au Jökulsárlón. Et J'adore les noms. voilà. Et Et le Jökulsárlón, en gros, ce sont des icebergs dans un fjord. Ah, ok, super. Donc d'un coup, on se retrouve, on était dans des volcans verdoyants ou aux couleurs orange et ocre, et d'un coup, on se retrouve dans des paysages, mais on a l'impression d'être sur la banquise. C'est fou, le contraste est dingue. Tout ça, c'est pas si loin en fait en termes géographiques, et c'est magnifique aussi. Donc ça, c'est une grosse destination du sud. Donc pour le coup, on n'était pas du tout seul, mais en même temps, le paysage, ça vaut le coup d'œil quand même.
Et il faut savoir que pas très loin non plus du Jökulsárlón, il y a un petit Jökulsárlón, si on peut dire. Je crois que c'est le Fjällsárlón. Ok. C'est plus petit, mais il y a beaucoup moins de monde. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est une belle alternative, je trouve. Enfin, comme les deux sont pas très loin l'un de l'autre, on va voir les deux. Et on a plus profité du petit que du grand. Mais pour voir ces icebergs, vous faites une excursion en bateau? Comment ça se passe? Alors non, c'est possible de se promener en bateau au milieu des icebergs, mais nous on est resté sur la berge parce qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Alors il fait très froid près des Bah oui. icebergs quand même, d'un coup. Et l'eau est vraiment glaciale. Oui, bah j'imagine, ouais. Et ils ont mis plein de panneaux pour dire attention de ne pas se baigner, vous mettez en danger de mort parce que la température descend très très vite, mais on en voit quand même qui se baignent. Il y a des barjots partout, hein. Voilà. Et donc nous on est vraiment resté sur la berge, mais il faut savoir que sur la berge on peut apercevoir des phoques qui sont en train de Ah. nager parmi les icebergs. On entend les icebergs craquer dès qu'il y a un peu de soleil. On en a vu qui ont plongé d'un coup, c'était impressionnant. Ah oui, j'imagine. Pour admirer le paysage, il suffit juste de s'asseoir et de regarder et d'écouter. Et là, les enfants étaient attentifs aussi? Oui, oui, alors eux, ils ont vraiment aimé, puisque en plus, il faut savoir qu'un iceberg d'un coup qui se fend en deux et qui coule, ça Mhm. fait un fracas énorme, alors qu'avant c'était silence complet. Ça doit être incroyable. Ça se surprend. Puis de partir à la recherche des phoques, de voir s'ils en aperçoivent un qui monte sa tête ou pas, ou de voir les morceaux d'iceberg sur la berge, sur la plage, ça aussi, de pouvoir le toucher, donc C'est froid. c'est froid, oui, c'est froid et ça glisse. Ah oui. Et là, ils pouvaient jouer à cache-cache entre les morceaux d'iceberg ou ils étaient quand même Ah plus non, petits non, les non. morceaux? Là, il y en avait pas beaucoup puisque ça dépend vraiment des jours et des marées, etc. Donc là, on n'en avait pas beaucoup sur la berge. On avait une belle plage toute noire d'ailleurs et on s'est baladé le long de la plage. Bon, bah continuons. Donc on a fait demi-tour puisqu'on voulait pas revenir vers l'est-est et on a fait demi-tour pour venir en espérant qu'il fasse un peu meilleur quand on voulait faire le Laki. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et le Laki, c'est une chaîne de volcans qui est à l'origine d'une des éruptions les plus meurtrières d'Islande Ouh! et qui est à l'origine apparemment de la Révolution française. Oula! Oui, oui, c'était une grosse éruption. Donc je crois que ça a tué quelques 20% de la population islandaise à l'époque. Et comme ça a tué le bétail aussi, donc ils sont entrés en famine ensuite. Mais le nuage de cendres a même atteint l'Europe et ce qui a fait des temps de disette juste avant la Révolution française. Donc ils se disent qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Ok. Et donc c'est une chaîne de volcans, donc les uns à côté des autres, des petits volcans en plus. C'est même pas le volcan qui a donné la région qui était entré en éruption. Et là pour le coup, oui, il faut aussi un 4x4 puisqu'on a fait une petite boucle où il fallait à un moment il fallait rouler dans un lac, sur le bord d'un lac. Ou si on s'approchait un petit peu trop du centre, le véhicule tombait. Oh! On avait un petit peu peur à ce moment-là et on est dans des montagnes magnifiques avec du vert, mais des fois du vert fluo, de la terre bien noire, des volcans et puis vraiment là pour le coup il y a beaucoup moins de monde et des cascades magnifiques aussi et pour nous tout seuls quoi. Génial. On doit vraiment se sentir tout petit, hein. Oui oui et puis on se dit mince mais la nature fait des choses incroyables. Oui, et puis incroyable dans un seul pays. Voilà, oui, c'est vraiment une nature mais superbe qui est très bien préservée pour le coup, sauf là où il y a vraiment beaucoup de tourisme Bah oui, aussi, évidemment. etc. Ils en ressentent les effets là actuellement, mais sinon c'est vrai que c'est très bien préservé et pour eux c'est très important de la préserver aussi. Donc c'est là où on voit tout un paradoxe entre économie du tourisme Eh oui, et l'envie de préserver la nature. pas Mais c'est pas facile. forcément facile. C'est vrai que dans les endroits où on est seul, mais on la savoure, on n'a plus envie de bouger, on a juste envie de s'asseoir et de l'observer toute la journée. Et après, vous allez où? Après, donc on va vers une petite péninsule ouest, au nord de Reykjavik,
Et en fait, dans cette péninsule, c'est là où il y a un volcan assez célèbre qui s'appelle le Snæfellsjökull. Mhm. Et en fait, il est célèbre parce que Jules Verne l'a pris dans son voyage au centre de la Terre. Ah, Voilà, c'est son point de départ du roman. Et là, cette petite péninsule, c'est un mélange donc entre un énorme volcan glaciaire et des falaises abruptes. Et je saurais pas dire, mais il y a plein d'autres petits volcans. C'est très ensoleillé et c'est moins rude que ce qu'on avait fait au Laki. Et là, on a aussi accès à des plages, des sources d'eau chaude, mais à taille vraiment campagnard, je dirais presque. Il y a moins de monde déjà. mhm. Et on a grimpé au sommet de plusieurs volcans qui sont assez faciles d'accès d'ailleurs. On a fait des randonnées par-ci et beau. Et en se baladant comme ça au détour, hop, on a eu droit à un renard arctique dans nos Oh, pattes. C'était la surprise pas du tout prévue quoi. bah c'est sûr, oui. Et il était sympa le renard. Oui, oui, en fait, c'était un grand renardeau. C'est ceux qui quittent la famille, là, puisqu'on est à la fin de l'été, pour commencer à chercher son propre territoire. Ah, Et puis, il était pas du tout farouche. Il cherchait à manger, tranquille. Il avait pas peur du tout. waouh, On a pu le suivre quand même un bon quart d'heure. À partir de là, les enfants se sont plus intéressés aux renards et se disaient mais où est-ce qu'on peut en forcément. apprendre plus sur les renards? Et on s'est dit dans les fjords du Nord-Ouest, il y a un musée du renard, donc on s'arrêtera là-bas sur la route après. Ah, génial. Comme ça, on peut vraiment continuer le voyage tout en les intéressant. Et il Mais faut oui, dire que ensuite, en remontant donc vers les fjords du Nord-Ouest, on en a vu plusieurs chaque fois. Enfin, il y a des soirs, hop, on a vu un renard comme ça, puis deux qui ont commencé à jouer sur la route. eh ben, Donc c'était des rencontres surprenantes qui ont ponctué le voyage. Et là, on arrive vraiment au fjord du Nord-Ouest, mais c'est magnifique là-bas. Il c'est y a un encore plus magnifique parce que tout a été magnifique jusqu'à présent. disons que là, il y a vraiment pas de monde. Ah, c'est C'était, moins que moins. voilà, il y a moins que moins, c'est très peu peuplé aussi. Et en plus, il faut savoir qu'ils ont construit des tunnels qui facilitent l'accès à plusieurs grandes villes, enfin à la grande ville. Donc ça fait que si on fait la côte, et la côte elle est délaissée, donc il y a personne. Donc là, en fait, on fait vraiment le tour de chaque fjord, mais à chaque fois c'est 100-200 kilomètres le fjord, donc Oui, c'est long. c'est très découpé. Et pareil, là, on a des plages. Alors, on a eu une plage de sable rose. Oh, On a eu des plages de sable blanc avec des eaux turquoises. waouh. Et on a des falaises magnifiques. Alors, normalement, elles étaient pleines de macareux, mais ils n'étaient pas là quand on est venu, ça arrive. Mais on s'est arrêté. On en a vu quelques-uns. Mais comme après, on était plus tourné vers les renards à ce moment-là, c'était pas très grave. Ok. Bon, et donc vous êtes allé au musée du renard. On est allé au musée du renard et on a appris plein de choses dessus. Alors, les musées en Islande, c'est pas nos musées à nous, hein, c'est vraiment tout petit, hein. Ouais, c'est bien pour les enfants. C'est très petit, c'est très factuel et il faut dire qu'en Islande, le renard n'est pas aimé. Il est vu comme un nuisible Ah, parce qu'il peut s'attaquer aux moutons, la principale source de nourriture des Islandais. Et en fait, ce musée, j'ai essayé de sensibiliser au fait que ailleurs dans le monde, les renards arctiques étaient en voie de disparition, alors que pas en Islande. Et les propriétés surprenantes de l'animal, qui peut résister quand même à moins 70 degrés, hein. ah oui, quand même. Donc, et puis justement, ce musée-là, il recueille les renardeaux orphelins. Quand on y avait été, il y avait un bébé, un petit renardeau encore, qu'ils allaient bientôt relâcher. Donc, Waouh, c'est super. Et tu l'as dit, ils les relâchent après, donc ça c'est chouette. oui, oui. Et mais du coup, le temps où ils sont là, les enfants ont pu l'approcher ou ils sont quand même à distance? Faut savoir que les renards sont très curieux. Donc, il y avait juste un grillage entre les enfants et le renard venait près des enfants, hein, il leur a léché le doigt, Trop mignon. voilà. Et ensuite, en fait, il les relâche dans la réserve qui est vraiment tout au nord de l'Islande, où là, ils n'ont pas le droit d'être chassés. Et cet endroit-là, en fait, n'est pas du tout habité et on ne peut s'y rendre qu'en été.
Et on n'a pas pu le faire. Il faut savoir que là, quand on était dans les fjords du Nord-Ouest, il nous restait 4 jours pour nous rendre de l'autre côté de l'Islande. Ouh là 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 là, ça fait juste, oui. Voilà, pour prendre le bateau du retour. Les enfants étaient un peu déçus. Non, parce que eux, ils avaient vu le renard et puis c'est vraiment une expédition pour se rendre tout au nord puisqu'il faut prendre un bateau. Donc on peut pas y aller facilement comme ça. Donc, il nous aurait fallu une bonne semaine, ne serait-ce que pour ça. Eh ben, tant pis, une prochaine fois. C'est ça. Du coup, vous avez pris le chemin du retour? Oui, là, on n'avait pas trop le choix. Et on a pu boucler notre boucle, mais tout en faisant des petits arrêts par-ci par-là, parce que là, on avait pris un rythme de une source d'eau chaude où se baigner par jour, et on a continué notre chemin comme ça, en faisant la route, un peu de balade, puis source d'eau chaude le soir. Ah, sympa! Jusqu'au bout, on a fait quand même un ou deux canyons à la fin, Oui, comme ça, allez, histoire de histoire de, ouais. On a eu des bonnes journées. Il faut savoir que, comme les journées sont très longues, on en a bien profité aussi. Le soleil se couchait de quelle heure à quelle heure? Alors, au début de l'été, il devait y avoir une pénombre vers minuit, 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Et il se couchait jamais totalement. Et à la fin, vers 23 heures, c'était plus la pénombre. Donc, on voyait la pénombre se rapprocher petit à petit et le matin un peu moins clair aussi. C'est, ouais, ça doit être bizarre quand même, ce soleil qui se couche pas. Ah, c'est très pratique en camping ou quand on est en itinérance comme ça. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de lampe de poche, on voit tout le temps. Ouais, c'est sûr. Mais pour s'endormir, c'est pas compliqué? Ah quand on a des volets, non, ça Ah va. bah oui, c'est sûr. En tente, c'est un peu plus délicat. Oui. Mais oui, En tente, c'est vrai que puisqu'on avait fait des pays du Nord avec les enfants en tente, c'est un peu plus difficile de trouver le sommeil, que ce soit nous ou eux. Mais bon, quand on est fatigué, au bout d'un moment, on dort. c'est ça, on s'habitue à tout. Mm. Bon, les hébergements, on a compris, c'est pas ce que vous avez découvert le plus. En revanche, en termes de nourriture, c'est quoi les spécialités islandaises? Vous en avez goûté, j'imagine? Oui, oui. Alors, ce qu'on a goûté, c'est surtout le skyr, c'est le yaourt islandais. Donc on en trouve en France, c'est pas tout à fait pareil, on a pu tester, mais on va dire que c'est assez bon marché là-bas le skyr. Ok. On avait déjà goûté du poisson séché, ça se mange, c'est pas ce que je préfère le plus, mais ça va quoi, ça a testé une fois et si on n'aime pas, bah voilà. Après, on n'a pas goûté, on n'a pas fait de mouton ou quoi que ce soit. Et on n'a pas fait non plus le fameux requin faisandé ou on n'a pas goûté de la baleine, mais ça Ah, c'était plus par éthique. moi Voilà. j'aurais pas fait non plus. Parce que le requin faisandé, c'est le requin du Groenland. Alors il paraît que c'est un goût atroce en plus. En plus? Et comme en plus c'est du requin de Groenland et qu'il n'y en a pas des masses, voilà. Puis la baleine ou le macareux, non. Bah non, quoi. Ça se fait pas. On n'a pas du tout fait de restaurant parce que c'est vraiment très très cher et pour se dire si les enfants aimaient pas et tout, c'était pas. Vous vous êtes fait à manger tout le temps, Donc quasiment. voilà, on allait dans leur supermarché, hein, enfin ça ressemble plus à des petits francs-prix de chez nous. Et voilà, on faisait notre nourriture avec ce qu'ils proposaient, mais il faut savoir que tout ce qui est nourriture, on multiplie par 2 le prix Aïe. qu'on a en France. Donc on avait emmené des réserves quand même de chez nous. D'où l'intérêt de venir en 4x4. Voilà, on avait du pâté en conserve et des trucs comme ça, parce que là-bas, c'est vraiment, c'est vraiment hors de prix. Hein. Est-ce qu'il y a des choses dans votre itinéraire que vous n'avez pas aimé? J'ai pas l'impression, mais je te pose quand même la question. Alors, on va dire plutôt que on avait déjà fait le tri nous par rapport à ce qu'on avait fait avant. Mhm. Nous, par exemple, on avait déjà testé le Blue Lagoon, qui est assez célèbre parce que c'est une source d'eau chaude artificielle, mais avec des minéraux, etc., qui peut te faire un soin au visage ou des choses comme ça. On avait déjà testé. L'entrée était très chère, hein, je crois que c'était du 50 € par personne.
Et voilà, on était vraiment entouré de plein de monde, et alors qu'on avait des sources d'eau chaude gratuites par-ci par-là, sans avoir à faire ça. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a évité. C'est quoi votre coup de cœur pour les enfants et pour Sam et pour toi? Alors les enfants, ça a été vraiment les baleines, les renards et le volcan. Ah bah oui, hein, les animaux avant tout. Voilà, voilà. En même temps, faut dire qu'ils ont été super gâtés. Moi, les renards arctiques avant, j'en avais jamais vu non plus. Là, on en avait vu au moins 5 fois, donc c'était. Génial. Alors Sam, lui, il a préféré, c'était le Laki, avec la grosse suite de volcans qui ont donné l'éruption meurtrière, plus l'éruption en elle-même qu'on a vue, ce qu'il n'en avait jamais vu avant. Mhm. Et bah moi, c'était la baleine. Ah bah la baleine. La baleine et les canyons, hein. Je pense qu'on en a eu pour tous les goûts, et Ouais. on en a pris plein les mirettes. Mais oui, oui. Et moi, je les vois pas puisque je ne fais que t'écouter. Mais c'est la première fois, je crois, non, je suis sûre que j'entends autant de merveilles de la nature dans un même voyage et surtout dans un même pays, parce que dans les tours du Oui, monde, on voit plein de choses. Mais là, oui, là, l'Islande, c'est vraiment c'est une terre dingue. de contraste absolu, et tu peux voir tout ce que la Terre peut produire enfin, en peu de kilomètres, hein, au final, sur une seule île, très peu habitée en plus. Mais oui. Bon, le seul problème finalement de ce pays, c'est le budget. C'est hors de prix. Oui, c'est ça. C'est un gros budget. Là, il faut savoir, par exemple, que le bateau, c'était la moitié de notre budget. Ah oui, quand même. Ensuite, c'était l'essence qui est plus chère qu'en Europe. Donc ça, c'était à un quart du budget. Et l'autre quart, bah, c'est la nourriture. La nourriture, bah oui. Donc au final, nous, comme avec le 4x4, on s'est débrouillé pour avoir moins de frais au niveau hébergement. Mais s'il y a l'hébergement dur, il faut vraiment compter ça comme une grosse partie du budget aussi. Mais ça dépend si on veut voyager aussi sur le long terme en Islande, ou seulement une semaine ou deux. Bien sûr. Oui, vous êtes resté longtemps. Oui, on est resté 5 semaines en tout Ouais, c'est énorme. sur l'île. Bon, prochaine étape, l'Amérique? C'est ça. Là, on est en train de voir au niveau des démarches pour avoir nos visas, et on devrait partir pour le Canada normalement. Donc on espère, on croise les doigts. C'est ça? Et là, le voyage est prévu sur combien de temps? Là, au moins, on a 1 an de prévu au minimum, et bon, on aimerait bien aller jusqu'à 2 ans. Mais après, bah, tout va dépendre de la situation sanitaire, tout va dépendre des frontières ouvertes. Il y a encore beaucoup d'inconnus, oui. Voilà. Et le fait de pas trop prévoir à l'avance, ça évite justement d'avoir un peu trop de déception. Oh oui, c'est sûr. Bon. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage? Alors, je crois que au final, j'ai beaucoup réfléchi à la question, hein. C'était pas facile, mais je crois que c'était les parcs de l'Ouest américain. On l'avait fait en 2013 avec notre premier qui avait un peu plus d'1 an. Mhm. Et je crois qu'en termes que ce soit de paysage, de la manière dont le voyage s'est déroulé, de sensations ou de bien-être, c'était là où tout était réuni. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Je ne suis pas encore allée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Non. Non, pour le coup, non, puisque chaque voyage a été propice à des découvertes, à de l'apprentissage, quoi que ce soit. Même si de temps en temps il y avait des mauvaises expériences, au final, quand on regarde l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc voilà. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? Alors pour le coup, c'est plus de l'affinité, mais je pense que je pourrais pas partir avec quelqu'un qui veut rester dans les hôtels, qui a besoin vraiment d'un cadre pour voyager, ou de retrouver son confort chaque soir, ou qui n'est pas capable de s'adapter à un manque de confort. Je pense que c'est ça.
Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Ah oui, il y en a. Alors pour le coup, c'était pour aller en Afrique du Sud. Mhm. Sam a été refoulé à la frontière en arrivant là-bas. Oh là là, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, quand on est parti, on était à 4. Il y avait donc Sam, il y avait ma sœur et le cousin de Sam. Et donc on avait accepté un changement de vol par Air France. Il nous a dit bon, est-ce que ça vous va si vous faites une étape au Kenya et puis ensuite vous allez en Afrique du Sud, on vous paye l'hôtel, etc. On dit bah non, nous ça nous gêne pas. Donc on a fait notre étape au Kenya dans l'hôtel d'Air France et on arrive à la frontière d'Afrique du Sud. Ma sœur et moi, on passe. On nous a rien demandé comme papier. Et Sam et son cousin étaient avec un autre douanier. Et celui-là, il avait demandé le carnet de vaccination jaune. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce papier? Le cousin de Sam l'avait, mais pas Sam, puisqu'on s'est dit, il y a besoin de rien. Maintenant, elle demandait le vaccin contre la fièvre jaune parce qu'on venait en fait du Kenya, alors que Ah ça là n'avait été là. qu'une étape. Et donc on voit Sam partir ailleurs avec un douanier. Nous, on avait passé la frontière. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on essaye de se renseigner auprès d'un autre douanier qui va se renseigner lui aussi avec la frontière, hein, parce qu'on était de l'autre côté. Donc eux, ils étaient dans la zone internationale. Il nous apprend qu'il est parti en prison. Voilà, la prison de la douane. Je dis mais où est-ce qu'on peut le joindre? Parce qu'en plus, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Et donc là, à me voir pleurer, etc., il dit bon, je vais l'appeler pour vous, tenez, parce qu'on n'avait pas de monnaie en plus du pays encore, parce qu'on n'avait rien fait, on venait d'arriver. Donc il appelle le numéro. Je peux parler à Sam qui dit oui, bah en fait ils veulent pas que je passe la frontière, je vais voir comment je peux m'arranger, etc. Toi, tu dois essayer de contacter cette agence dans l'aéroport pour voir un petit peu, pour garder un contact, parce que c'est eux qui me gardent, etc. C'est ok. Donc nous, on essaye de trouver l'agence. En plus, j'étais parmi les trois, j'étais celle qui parlait le mieux anglais. Sam parlait beaucoup mieux anglais que nous, donc on s'est vraiment débrouillé comme on pouvait. Et en fait, on a trouvé l'agence qui nous ont expliqué. Moi, je faisais la traduction et tout, c'était un vrai bazar. Et ils nous ont expliqué que ce qu'ils proposaient comme solution à Sam, c'était qu'ils prennent un billet pour le Botswana pour revenir ensuite en Afrique du Sud et passer la frontière. Parce que là, on lui demandera rien. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on a dormi dans l'aéroport à l'attendre. Oh là là. Et donc, il a fait l'aller-retour. Il a fait l'aller-retour et en plus, lui, son aéroport là-bas fermé, donc il s'est retrouvé tout seul durant la nuit. Et il se rendait compte de du ridicule de ce qu'il demandait ou? Bah l'agence, j'imagine que oui. Après, je sais que le douanier qui avait fait qui avait montré que Sam n'avait pas son carnet jaune, s'était fait taper sur les doigts parce qu'il savait que c'était un vol en provenance de France Bah et oui. qu'ils avaient fait du zèle. Et malgré tout, il n'a pas eu le choix. Oui, parce que en fait, une fois que la décision est actée, c'est acté. Et, Tu peux pas revenir en arrière. voilà. Et donc, le coût de cette joyeuseté? Oh, je sais plus, mais je crois que c'était à 300 €, un truc comme Quand ça. même. Voilà. Enfin, l'aller-retour Et donc, vous l'avez attendu combien de temps? Parce que je me rends pas compte des distances. En fait, on a vraiment passé la journée et la nuit dans l'aéroport et il arrivait le lendemain matin à 9 heures, donc ça faisait un peu 24 heures. Quoi. Je dis ouais, pour commencer le voyage, c'est bien ça. C'est sympa, ça s'est mieux passé après? On a eu quelques autres petites galères, mais rien de cet acabit-là non plus. C'était vraiment... déjà, ce voyage-là, on avait eu des problèmes déjà pour nos billets parce que la compagnie avec qui on avait pris les premiers billets avait mis la clé sous la porte ou des trucs comme ça. Donc, puisque la compagnie libyenne, donc le pays était en guerre ou un truc comme ça. Bref. Vous aviez été bien inspiré. Voilà, ce voyage-là, on y allait jusqu'au bout quand même. C'était beaucoup d'émotions pour commencer, mais après on s'est dit on y va jusqu'au bout, on va profiter à fond. Et voilà. Et vous étiez resté combien de temps? 4 semaines, je crois, celui-là. Ah oui, donc ça va, vous avez eu le temps de vous en remettre. Oui. Et en plus, c'était Sam qui avait toutes nos réservations aussi. Ah bah oui. Sinon, c'est pas drôle. La voiture, les parcs nationaux, tout. Bah heureusement que ça s'est bien fini. Oh, oui, heureusement, hein, parce que
C'est pour ça que l'un dans l'autre, je me suis dit les parcs de l'Ouest américain, c'est peut-être là où ça s'est le mieux passé, tout et pour tout. Pas trop de stress, donc voilà. Votre prochaine destination en famille? Donc là pour le coup, on prépare vraiment notre tour des Amériques comme on peut, donc normalement ça devrait être ça. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Alors j'y réfléchis et je me disais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, ça ce sont des choses qui me plairaient bien puisque ce sont des pays où je ne suis pas allée. Le Japon, j'ai déjà, mais pas l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Le Japon, mais pour le coup, je sais pas trop comment je me projetterai là-bas parce que c'est vraiment une culture tout à fait différente et la façon de voyager ne doit pas être du tout la même. Et l'Australie, ouais, ça c'est vraiment le grand voyage aussi qui me tente beaucoup après le tour des Amériques. Sam m'a promis de m'y emmener. Sam, si tu nous écoutes. Voilà. Lui, il a déjà fait le tour de l'Australie pendant 1 an, donc. Maintenant, il faut faire avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Il m'a dit oui quand les enfants seront un peu plus grands. Oh, voilà, les enfants sont un peu ils sont plus grands là, c'est bon. Allons-y. Bon, voilà, après l'Amérique, c'est acté. Voilà. Australie et Nouvelle-Zélande. C'est ça. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors, on a un blog qui s'appelle Poudre d'escampette, poudredescampette.com. On a une page Instagram aussi, donc pareil, _poudre d'escampette _. Et on a une page Facebook aussi, poudre d'escampette, je crois, ou poudre d'escapette, il me semble, parce que c'était déjà pris. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Julia, pour ce très chouette carnet de route islandais. Merci beaucoup à toi d'avoir proposé. Ah, c'était génial. J'adore toute cette nature. Ah là, il faut y aller pour. C'est ça, ça donne envie. Ouais, et puis ne serait-ce que boire de l'eau d'Islande, respirer son air, c'est franchement c'est fabuleux. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci encore à toi. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté? Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast? On se retrouve sur Instagram, @famillevoyage _blog _, vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.